Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré lors de la première saison du podcast avec une sortie initialement prévue pour la saison 2. Malheureusement, la saison 2 ne verra pas le jour cette année, alors j'ai décidé de vous livrer tout de même cet épisode comme une sorte de bonus dans la saison 1. Aujourd'hui, on accueille Maxence Pédel, bienvenue dans On fait du ciné, saison 1, épisode 10. Bonjour Maxence. Bonjour Nathanaël. Bienvenue dans le podcast On fait du ciné, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas le podcast On fait du ciné, c'est le podcast qui mélange un peu discussion personnelle et anecdotes, histoire sur le cinéma. Donc aujourd'hui, on va parler de films. Tous les films dont on va parler vont être dans une liste dans la description si vous voulez, si certains films vous intéressent pour aller les voir après. Maxence, toi tu es étudiant en cinéma, tu fais plein de choses à côté et tu auras le temps de nous raconter tout ça. Mais pour commencer, justement, on va commencer à remplir cette liste. Quel film est-ce qu'on va mettre dans cette liste en premier, même si c'est pas forcément un classement? De quel film tu voudrais nous parler, toi, en premier? J'avoue que moi, il y a un film qui est qui a une grande place dans mon cœur. Ouais. Je sais pas si je le conseillerais en premier, j'ai quand même le dire. C'est Les Rois de la Glisse, Ok. un film d'animation sorti en 2007. Ok, délire. Avec des pingouins qui font du surf. Waouh. Ça touche un peu à une question d'enfance, je pense, mais c'est un film qui m'a accompagné tout le temps. À chaque fois que j'ai un événement, je passais le brevet, petit coup des Rois de la Glisse avant. Trop drôle. Tout se passe bien. Et, c'est un petit film doudou, quoi, un peu. C'est ça, petit voilà. film pansement. Mais en même temps, j'ai pas envie de trop y toucher, d'essayer d'analyser quoi que ce soit, de le laisser un peu dans un coin. Donc je le conseillerais quand même pour ceux qui l'ont pas vu de bien rigoler devant, parce que c'est un film d'animation pour les enfants mais aussi pour les adultes. Donc je trouve très cool. Ok, mais c'est drôle. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, je pense. Quand j'étais enfant, en fait, je pense comme tout le monde, quoi, tu vois. Mais j'en ai pas un souvenir si particulier. Tu sais, le contexte de ton premier visionnage, de pourquoi ça t'a marqué autant, tu sais pourquoi il te tient autant à cœur, ce film, ou pas du tout Non, je pense que c'était vraiment sur la télé du salon, avec un DVD un peu craqué. Tu vois, t'as pas la jaquette, t'as juste le nom des Rois de la Glisse. Et je pense que c'était ça le premier visionnage, avec quelques bugs dans le DVD, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Ok. Et non, c'était simplement comme ça. Et ça t'est resté depuis, c'est fou. C'est fou, ça montre bien qu'il y a plein de trucs dans les films de notre enfance et qui restent. T'as d'autres souvenirs de films dans ton enfance comme ça qui te sont restés après? Ouais, il y avait... moi, j'aimais beaucoup Samy la tortue. Ok. Le 1, le 2, beaucoup de films d'animation en fait, au final. Samy, ça m'avait beaucoup marqué. C'était peut-être l'un des premiers souvenirs au cinéma, mais je suis pas sûr. Ok. De les voir, de regarder comme ça, une tortue qui se balade dans l'océan, un peu la suite de Nemo en plus. Donc c'était vraiment sympa. Il y avait un bel univers, c'était bien construit, avec le truc des tortues qui arrivent sur la plage. Bon, une question un peu écologique aussi, enfant, qui était intéressante. Ouais, ok. Dans ce que tu me dis, c'est quand même deux films ou deux séries de films qui se passent avec des animaux dans la nature, donc on voit quand même un truc. Est-ce que t'as maintenant, est-ce que t'es encore attaché à ce truc de l'animation? Est-ce que tu suis un peu les sorties d'animation en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire encore, le cinéma d'animation? Beaucoup. Après, j'ai pas d'attache particulière avec. Ouais. Là, je sais qu'il y a Flo qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, bien sûr. Et je l'ai pas encore vu. J'ai très hâte de le voir parce que ça a l'air extraordinaire. Ouais, c'est un très bon film, Flo. T'en as pensé quoi? Je pensais que c'était un très très bon film, et surtout qu'il est sorti du coup donc l'année dernière, 2024, et que cette année-là on a eu des super bons films d'animation toute l'année. On a eu Flo, on a eu Mémoire d'un escargot, on a eu Le Robot Sauvage, et on a eu La plus précieuse des marchandises. Enfin voilà, c'était une année qui était super riche, je trouve, en films d'animation, et surtout qui viennent nous donner des designs d'animation dont on n'a pas l'habitude pour le grand public, où on est très habitué au chara-design de chez Disney qui est très lissé, etc. Et là, ces 4 gros films d'animation qui sont sortis donc en 2024, l'année dernière, avaient tous les 4 des visuels différents, et donc c'était assez sympa. Et pour revenir à Flo, ce qui est d'autant plus cool, c'est que ça a été fait sur un logiciel de dessin, donc de 3D, pardon, qui est gratuit, et qui est open source. C'est sur Blender. De ouf, j'avoue. Ouais. Et c'est dingue, quoi. Ouais. Et du coup, ça a été le premier film oscarisé qui a été fait sur Blender. Et je trouve ça ouf. Et le budget était super bas
pour ce genre de film. Donc, ouais, non, que ça soit l'histoire qu'il raconte et la manière dont ça a été fait, je trouve ça assez cool, en tout cas, Flo, voilà. T'as d'autres films d'animation que t'as vu ou pas vu, d'ailleurs, et que t'as envie de voir? Bah, la plus précieuse des marchandises. Ouais. Ça, j'avoue que ça m'intéresse aussi beaucoup, parce que c'est Michel Hazanavicius qui l'a fait. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et même si j'ai pas vu tous ses films, j'en ai vu que certains. Là, en tête, j'ai que The Artist, et je crois que j'en ai un autre aussi. Mais il a fait The Artist, il a fait Coupé. Il a fait les deux premiers OSS 117. Voilà. Ouais, c'est un peu avec ça, je pense aussi. Ouais, bien sûr. Que je l'ai vu. Donc, ouais, je trouvais que c'était un bon virage. Il a essayé un peu sur tous les. Ouais. D'essayer un peu tous les genres, entre guillemets. Et c'était hyper intéressant d'avoir un réalisateur comme ça en France. Ouais, de ouf. Et sur La plus précieuse des marchandises, c'est lui qui a dessiné tous les personnages. Ah, je sais pas. En fait, il fait du dessin de base. Il disait qu'il kiffait le dessin et tout, machin. Et donc, il a dessiné tous les visuels des personnages, il me semble. Et l'histoire de comment La plus précieuse des marchandises est arrivée, c'est que c'était un ami d'amis, il me semble, qui a sorti un livre qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. Il a dit, j'aimerais bien, en même temps que je le sorte en livre, qu'il y ait quelque chose d'audiovisuel qui soit fait dessus, de visuel. Et donc, du coup, un ami d'amis les ont rapprochés, etc. Et c'est comme ça que Michel Hazanavicius a fait cet animé, quoi. Et bref, voilà, je trouve l'histoire assez drôle là-dessus. En tout cas, ok, donc du coup, Les Rois de la Glisse. Je reviens dessus. Ok, d'accord. Non, mais c'est dingue. Tant qu'on est un peu dans les films, du coup, qui t'ont marqué dans ton enfance, même si ça s'adresse maintenant. Si on continue un peu, est-ce que quand t'étais ado, est-ce que t'avais genre des posters dans ta chambre, tu sais, de films, de cinéma, ou est-ce que t'avais rien du tout? Si. Bah, là, aujourd'hui, j'ai un seul poster, c'est Les Rois de la Glisse. Les Rois de la Glisse, évidemment. Mais plus petit, ouais, j'avais... moi, j'ai acheté les magazines. Ok. Soit c'était les magazines... Enfin, pas Avenger, mais les magazines grand public de cinéma. Ouais, je vois, tout carrément. comme ça. Mais je les achetais pas pour les lire. Enfin, je regarde un peu les images, je lis vite fait un peu, mais pas grandement. Et sinon, c'était pour détacher les posters. Ouais. Les découper, c'était un peu arraché et tout, parce que c'était un peu mal fait. Ouais, carrément. Et t'avais les deux côtés des posters. Oui, mais oui, bien sûr. Et donc ça, c'était trop bien. C'était incroyable. Okay. Moi, du coup, il y avait... après, c'était classique, les Avengers. Il y avait un poster d'Akira qui était très beau. De quoi ? De Akira. Je connais pas. C'est un film d'animation japonais. Okay. Et peut-être même un animé à la base. Ouais. Et peut-être même un manga à la base aussi. Ouais. Mais j'ai jamais vu. Okay. Mais en tout cas, le poster était très beau, donc je le mettais. Sinon, les Gardiens de Galaxie... Les films de super-héros en général t'ont un peu marqué dans ton adolescence. Pas tant, mais les affiches étaient belles. Ouais. Le bon, la brute et le truand aussi j'avais. Ok. Et sinon dernièrement aussi j'avais eu, c'était au cinéma de Quimper, ils faisaient une vente aux affiches et du coup il y avait, j'avais eu un poteau géant de Babylone. Mais non. Mais c'est dingue. Pour pas cher du tout. Les poteaux en carton là et tout. Ouais. Et maintenant il est au BTS. Punaise. Avec des trous dans les yeux pour qu'on puisse se mettre dedans. Mais c'est super drôle ça. Waouh. Mais c'est vrai que petit tips pour les gens qui ne savent pas, mais si vous voulez des affiches de ciné, allez dans vos cinémas. Et il y a certains qui les vendent et il y a certains qui les donnent. Je sais qu'il y a des cinés là à Brest où ils les donnent, je sais qu'il y en a d'autres où ils les vendent et tout. Donc voilà, si vous voulez des affiches, et il y en a même qui ont des stocks depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc vous pouvez retrouver vraiment des films plus anciens en affiche, et c'est vrai que c'est toujours cool pour faire de la déco. Ok, d'accord. Et est-ce que... donc maintenant t'es en études de ciné, du coup t'es en BTS. À quel moment tu t'es dit, tiens, en fait le ciné c'est vraiment intéressant? Est-ce que t'as eu un espèce de film déclic pour te dire ça? Est-ce que t'as vu un film et tu t'es dit, ah ouais, ok, on peut faire ça avec le cinéma? Comment est-ce que ça s'est fait, en fait, ce déclic de passage de simple spectateur, entre guillemets, à quelqu'un qui a envie d'en faire un peu son métier? Bah ça, j'avoue, en vrai, ça a été... en vrai, c'est un peu la base de tout, Les Rois de la Glisse. Ouais. On va pas rester dessus longtemps, mais en tout cas, il y avait ce film-là à la base. Et après, en quatrième, troisième, moi, j'aimais beaucoup les films de la nouvelle vague. Je regardais ça tous les soirs et tout, un peu à fond. Je connaissais rien, mais j'étais tombé dessus par hasard avec une interview de François Truffaut, et du coup je suis tombé un peu dans le truc de François Truffaut. Énorme. Et il y avait un film qui m'a énormément marqué, qui est Fahrenheit 451. D'accord. Qui est un de ces films avec une histoire où en gros les livres sont interdits, tirés du roman de... j'ai plus le nom du gars,
Mais c'est l'histoire de... Ouais, les livres sont interdits et du coup, les pompiers, ils sont là pour brûler les livres au lieu d'éteindre le feu, entre guillemets. Et ça raconte cette histoire-là d'une famille, d'un mec qui est pompier, du coup. Ouais. Et qui, lui, veut continuer à lire des livres et du coup, il se fait attraper. Je me suis dit, putain, c'est extraordinaire. En plus, il y avait un peu ce côté futuriste où il y avait une science-fiction assez marquée et en même temps, c'était un film des années 60. Ok, énorme. Et donc c'était un peu ça. Après, il y avait 2001 aussi, si on reste dans la science-fiction, où là, c'était incroyable de dire, attends, comment ça fait ce film est sorti, je sais plus, dans les années 70, et il y a autant de choses réalisme comme ça à ce moment-là. Bien sûr. Et t'as découvert ça, du coup, quand t'étais au collège encore, genre 2001, t'as découvert... Ouais, ok, c'est dingue. Il y avait ça, et sinon... Un film en particulier de François Truffaut, mais j'ai que des images dans la tête. Ça s'appelle Tirer sur le pianiste. D'accord. Avec Charles Aznavour. Ouais. Et là, c'est juste. Enfin, c'était une histoire classique, je pense, mais j'ai pas mal d'images qui me marquent dans ma tête, enfin, qui sont restées dans ma tête et qui me disent que c'est possible de faire ça. Parce que, en fait, à chaque fois que je regarde des films, à chaque fois qu'il y avait un moment stylé, soit de mise en scène, soit putain, ok, les personnages parlent bien, il y a un bon dialogue. Je prenais une vidéo comme ça. Ah, et énorme. du coup, j'ai encore tout mon téléphone sur plein de films, vieux films comme ça. Et c'était, je pense, ces 2 films-là qui m'ont plus marqué. Après, il y en avait d'autres un peu. Là, dernièrement, au lycée, il y avait Fight Club. Ouais. Où le film en soi, j'ai bien aimé, mais surtout le personnage de Brad Pitt. Ouais, d'accord. Que j'ai vraiment apprécié, que je trouve incroyable. Il est hyper charismatique, hyper bien écrit. Chaque scène, à chaque moment, je trouve qu'il y a un truc. La manière dont il est développé. Ok, d'accord. Ok, intéressant. Mais tu vois, tu parles de Truffaut et tout, c'est super intéressant parce que c'est pas des films vers lesquels souvent on va se diriger quand on est en 4e, quand on est en 3e et tout. Donc c'est drôle que tu sois tombé là-dessus par hasard et que t'as kiffé, et que t'as fait ouais, en fait, je reste et je regarde ça. Moi, j'avoue que Truffaut et une grande partie du coup de la nouvelle vague, c'est des films que j'ai pas encore vus, que j'ai pas encore investigués. Pourtant, il faut vraiment que je prenne le temps parce que j'ai lu beaucoup de choses de Truffaut, qui était un critique de cinéma avant et qui a fait beaucoup de livres aussi. Et à chaque fois, je kiffe ce qu'il écrit, donc je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai pas encore regardé ces films, tu vois ? Donc j'attends de faire ça en tout cas. Ok, et donc du coup t'arrives, c'est quoi ton parcours ? Quand t'arrives au lycée, est-ce que tu fais le classique de tu vas en option ou en spé cinéma audiovisuel ou pas du tout ? Si. Le classique. Le classique. En gros, ouais, je commençais vraiment à kiffer le cinéma de ouf au collège, mais j'avais pas aucun univers qui m'y rattachait, à part des amis que je me suis fait un peu au collège avec qui on discutait de ça du coup. Ils m'ont dit attends, mais va au lycée à Douarnenez et tout, parce que du coup je suis de Quimper, il y a une ville qui s'appelle Douarnenez à côté, incroyable, la mer à côté, un très très bon lycée, et donc il y avait la spécialité et l'option cinéma. Ok. Donc je suis rentré en seconde à l'option, on était deux dont tes 2 potes à arriver, on s'est rencontrés là-bas en tout cas, mais on est devenus 2 potes, on n'était que 2 à la base en cinéma pendant 1 an. Wow. On s'est dit putain, mais en fait on pensait qu'on allait faire du cinéma, mais là on est au lycée, il y a 3 heures par semaine, sinon c'est des maths et tout, du coup c'était un peu c'était un peu dur parce que le lycée, vas-y, on a failli lâcher un peu le lycée, se disant c'est trop chiant et tout. Ouais, je comprends. Et après arriver en spécialité, là t'avais 7 heures et 9 heures de cinéma par semaine après en terminale. Ouais. C'était top, donc on a continué. Ok. Et tu te souviens de films que t'as analysé ou que t'as regardé pendant ce moment-là ? Ouais. Parce que je pense qu'on... Alors moi j'ai pas fait spécialité cinéma audiovisuel, mais je sais en tout cas que quand on y va on mate beaucoup de films, et je sais aussi que parfois ça peut te donner envie de ne plus voir certains films, tu les as tellement vus en analyse que des fois ça peut un peu te saouler. Est-ce que ça t'a fait ça sur certains films ? Comme on est passé en terminale spécialité comme Gwendoline aussi, que t'as vu dernièrement, bien sûr, il y a le film Le secret derrière la porte, oui, que moi j'ai pas aimé déjà au premier visionnage, après le revoir, c'est un peu compliqué, surtout que c'est vrai, ça ressemblait beaucoup à le film Rebecca d'Alfred Hitchcock, dont vous avez parlé aussi. D'accord. Et qui pour moi je trouvais pas, il y avait un côté très intéressant quand même, par contre, de lire. Il y avait beaucoup de documents sur ce film-là. Okay. Ça, c'était hyper intéressant sur la dualité des personnages et tout. Ok. Mais par contre, le film en lui-même, la mise en scène, j'ai pas trop aimé, donc j'ai pas trop accroché le film. Ok. Et t'as d'autres films en tête, par contre, que t'as bien aimé et que t'as découvert pendant ces années lycée-là et que t'as kiffé ou que je vais prendre la grande liste, parce que je notais à chaque fois que je regardais un film.
Il y en a beaucoup que j'ai aimé. Et franchement, à chaque fois, je me rends compte, encore aujourd'hui, putain, en fait, on avait tellement de chance d'aller voir tous ces films. On allait voir un film par semaine au cinéma. Mais non. Et c'était que des films qui n'avaient pas forcément de lien avec les sorties actuelles, mais qui étaient hyper... Donc avec le lycée, vous alliez voir un film par semaine au cinéma, c'est ça? Puis il y avait un partenariat avec le cinéma. Et c'était que des films... des ressorties, quoi. Ou des séances exprès... Bon, là, j'avoue que... Est-ce que j'en ai sous la main? Au moins juste un titre par hasard. On a vu beaucoup de documentaires bretons où... D'accord. En gros, il y a le mois du doc en novembre, tous les ans. Et donc, on était jury du mois du doc en Bretagne ou dans le Finistère, je crois. Bien. Et donc, on a vu pas mal de films qui sont très très niches, je pense. Mais Les arbres meurent debout, Tout le monde aime Jeanne, Mission E.T., Tout fout le camp. Après, Psychose, Libre Garance, on avait vu aussi. Mais en tout cas, un panel de films énorme. Après, là, en tête, il y en a un qui m'a vraiment beaucoup marqué. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu fais les podcasts, ça va être les mêmes sujets. Mais Nausicaa de Miyazaki. Ouais, ok, d'accord. J'avais jamais vu aucun Miyazaki avant. Enfin, petit au cinéma, Voyage de Chihiro, mais la Nausicaa sur grand écran comme ça, un monde tout bleu avec ce côté sur les animaux aussi. Ouais. Ça m'a marqué, mais c'était extraordinaire. Ok, ça parle de quoi? Comme du coup, moi, je repars là-dessus pour une 10 millième fois dans mes épisodes, mais j'ai vraiment du mal avec l'animation des Miyazaki qui me met assez mal à l'aise. Et donc, du coup, je ne les connais pas forcément. Et donc, ouais, Nausicaa, ça parle de quoi en global? En global, c'est l'histoire d'une princesse, je crois, qui doit sauver son village, en gros. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, elle passe... elle rencontre pas mal des animaux. C'est une sorte de monde où en gros il y a une sorte de sous-sol dans le monde où là les animaux se développent différemment. Ok, intéressant. Ok. Et du coup, je fais une transition par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur tous les Miyazaki en général, mais est-ce que toi tu as un unpopular opinion par rapport au cinéma, que ce soit quelque chose que tu aimes et que les autres détestent, ou inversement que tu détestes et que les autres aiment? J'ai beaucoup cherché. Non, mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, et c'est pas trop un unpopular opinion parce que le film il est peut-être pas hyper connu. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ouais, carrément. C'est le premier film, et peut-être l'un des seuls aussi, où même quand je l'ai vu petit, que j'avais pas trop l'attache au cinéma, juste je savais que je voulais ça à Noël comme cadeau parce que ma copine de l'époque elle avait les vues. Moi je voulais le voir et tout en DVD. Ouais, bien sûr. Et j'ai vraiment détesté le film. Un truc de ouf, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment ce côté où tu découvres à chaque fois, tu découvres un film, tu découvres les personnages, tu découvres l'univers. Oui. Et ça j'adore, je trouve ça incroyable dans cette partie-là du film. Oui, bien mais sûr. là la partie elle prenait les 3/4 du film, et donc l'action de fin, c'était juste que leur maison a brûlé, ils prennent le bateau sous l'eau, ils arrivent... Spoilers. Ouais, ils arrivent... sur Terre, ils vont dans une salle, il y a un combat et c'est la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Oui, c'est vrai que la partie présentation des personnages, mais il y en a tellement en fait aussi dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est énorme. C'est inspiré d'un livre, non? Si je dis pas de conneries. Pense. Mais oui, c'est vrai qu'il y a tellement de personnes à présenter, le lieu et tout. Eh ben, tu vois, moi je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu en salle en fait quand il est sorti. Et c'est vrai que je m'étais pas trop posé de questions dessus. Mais maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que ok, d'accord. Après, c'était trop bien quand même, hein, les personnages. Même bien sûr. Ça faisait assez peur, les méchants avec les yeux blancs comme ça, là, un peu en mode Slenderman. Ouais, forcément, ça te fait rentrer dans un univers direct. Ok, d'accord. Et est-ce que t'as des films que t'as kiffé et que les autres gens ont détesté ou ont pas trop aimé, où tu te dis, tiens, ça... Après, je pense déjà, pardon, sans t'offenser, que Les Rois de la Glisse, ça peut rentrer là-dedans. Mais pas parce que les gens ont détesté, c'est juste parce que les gens s'en foutent un peu, je pense. Je pense que c'est un peu ça, mais enfin, pour revenir un peu plus dessus, je pense déjà c'est un film qui est peut-être venu à un moment donné où je l'ai vu au bon moment, et du coup j'ai réussi à saisir tout ce que je voulais. Mais il y a vraiment ce côté attachant des personnages, il y a un humour développé sur un peu chaque action, il y a des petites vannes un peu cachées qui sont hyper intéressantes. Il y a le personnage principal, Koji Maverick, qui est hyper attachant. Il y a plein d'autres personnages aussi annexes qui sont bien. Après, oui, ça reste un film d'animation pour enfants, donc c'est un film classique, mais qui est quand même incroyable. Même dans l'univers, dans les blagues, dans la musique, je pense que c'est un truc qui m'a le plus marqué et que j'écoute encore. C'est qu'il y a un panel de musique différente, du rock, du métal, de la musique classique, plein de choses qui font que
Il faut le voir, il faut l'écouter. Ok, mais ouais, t'es souvent marqué par les musiques de films comme ça, ou c'est vraiment une exception un peu Non, là-dessus? beaucoup, ouais. Ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. T'as des BO en particulier qui te viennent en tête là? Bah là, j'avoue, du coup, on en a parlé de les rois de la glisse, mais. Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends. Si après c'est les Fight Club, mais j'en ai pas beaucoup en tête en fait. Pourtant, j'en écoute pas mal. Si, et dernièrement, Eyes Wide Shut. Ok. Il y a une musique précisément qui s'appelle Masked Ball. D'accord. D'un mec qui s'appelle Jacob quelque chose, je crois. D'accord. Où en gros, à un moment donné, Tom Cruise arrive dans une sorte de manoir. Mm-hmm. Et là, il y a que les gens masqués avec un mec en rouge qui fait des trucs avec une sorte de truc religieux avec de la fumée. J'ai pas de nom précis. D'accord, ouais, ok. Et il y a une musique qui est extraordinaire et que j'écoute en boucle. Ok, énorme. Moi, je n'ai pas vu I Watch It, qui est de Stanley Kubrick, si je dis pas de la merde. J'ai eu peur quand même. C'est un des seuls films de Stanley Kubrick que je n'ai pas vu, mais qu'il faut que je voie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas encore regardé. Ça viendra sûrement. Mais ok, et à part cette musique, c'est un film que t'as kiffé sinon? Bah je pense qu'aujourd'hui, c'est mon film préféré. Ok. Moi, il a détrôné Les Rois de la Glisse. Ouais, de ouf, quasiment. Très très bon film dans ce cas. En fait, non, parce que c'est deux choses différentes. Tu vois, Le Roi de la Glisse, c'est un film préféré, mais bon, c'est un peu un film. Ouais, c'est vraiment ton film doudou, quoi, ouais, c'est Le Roi de la Glisse. Alors que Eyes Wide Shut, bah, j'avais vu beaucoup de films de Stanley Kubrick avant. Pas tous, mais il doit en manquer quelques-uns, mais sinon, même les anciens et tout, un peu aussi. Pas mal de courts-métrages. Et c'était vraiment quand j'étais fin collège, c'était mon réalisateur préféré, un truc de ouf. Mais je m'étais pas penché sur ce film-là précisément. Ok. Et là, je l'ai vu il y a un mois. Je l'ai vu une fois. En salle de cinéma tout seul, et après une fois, salle de cinéma de l'internat, une petite salle, et après j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Ok, il y a une ressortie en salle. Et c'était extraordinaire. Il est incroyable comme film, ça parle de plein de thématiques hyper intéressantes, il y a une mise en scène incroyable aussi, les personnages. Ok. C'est franchement, si t'as l'occasion de le voir. Ouais, je pense que je me ferai ça bientôt alors, parce que c'est un film qui m'intrigue. Hyper intriguant. Ouais. Ok, cool. Écoute, on va continuer dans ce cas de parler de films. Est-ce que dans ta liste que tu nous as préparée, tu as d'autres films dont tu veux nous parler? Je pense que oui. Attends, c'est la liste de tous les films. Je m'étais fait une liste avant, maintenant je fais plus, mais de tous les films que je voyais, du coup depuis 2020. Ah oui. Tac. Mais il n'y a plus le cas. Si, bien sûr, Kung Fu Panda. Ok, encore de l'animation. Donc. Encore de l'animation, mais c'est ouf. Bah ça, après c'est un peu les films doudou, mais c'est des films incroyables. Ouais. Enfin, je comprends. Je trouve que pour les enfants, même pas pour les enfants, tu regardes ça, il y a de l'action, c'est action drôle. C'est drôle. Et il y a un côté aussi, bon, là, très philosophique, un peu, entre guillemets, très rapide, mais qui est hyper intéressant. Après, c'est des films Pixar qui sont incroyables, et franchement, je pense que tout le monde a kiffé. Ouais. Ceux qui l'ont vu, en tout cas petit, tout le monde a kiffé. Donc, à revoir. Ceux qui l'ont pas vu, moi je dirais. Attention, Kung Fu Panda, c'est pas Pixar. Ah, c'est pas Pixar, c'est DreamWorks, c'est vrai. Ah, c'est DreamWorks, exactement. Ouais. Bah, je préfère DreamWorks. Faut faire attention. Ok. Bah écoute, ok. Moi, j'avoue que durant mon adolescence, Disney et Pixar m'ont largement converti à leur cause, que je ne soutiens plus trop maintenant parce que Disney fait n'importe quoi depuis 5 ans, mais donc j'étais moins dans les DreamWorks, c'est moins quelque chose qui a bercé mon enfance ou mon adolescence, tu vois. Genre Kung Fu Panda, j'ai dû le voir 1 ou 2 fois comme ça, un peu de côté, mais c'est pas du tout un truc qui m'a marqué, juste parce que je l'ai presque pas vu, quoi, tu vois. Ouais, bon, j'avoue que c'est... Bah, je trouve que tout très intéressant, même le 2 aussi. Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir le 2. C'est des choses intéressantes. Très très bonne question. Je suis sûr que je l'ai vu, mais que je m'en souviens pas. Mais en fait, je vois pas dans quel monde j'aurais pu passer à côté de Kung Fu Panda 2, quoi. Et de toute la saga, même. Je pense que j'ai vu toutes les suites, mais je pense que je m'en souviens pas. J'avoue, par contre, là, le 4 qui est sorti cette année, c'était... Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un qui est ressorti cette année. C'était nul. Mais oui, ouais, bah c'était hyper nul. Là ils vont tirer sur la vache à lait, quoi, c'est tout. Ouais, de ouf, ouais. Ok, waouh. Et bah et justement en parlant des sorties ciné là, est-ce que t'as vu un truc dernièrement au ciné qui t'a marqué? Bah j'avoue que là, le dernier film que j'ai vu, c'était Eyes Wide Shut. Au ciné? Ouais. Ok. Mais ça remonte du coup la sortie en salle de Eyes Wide Shut, non? Ouais, bah là, la ressortie, c'était il y a 3 semaines, un mois, je crois. Ah, c'était il y a 3 semaines, un mois. Ouais. Ok, d'accord, délire. Donc j'ai pas revu de film depuis, je crois.
Même si je voulais aller voir, je sais plus. J'ai plus, non, bah, je crois que j'ai rien vu depuis. Ok, d'accord. Pour l'instant. À part les films back des terminales du lycée Saint-François à l'Est-Vin. Ok. Qui étaient très forts. Ok, délire. Ok, pour que vous ayez le contexte juste, on enregistre cet épisode le 1er juin, voilà, comme cet épisode sortira sûrement plusieurs mois après. Donc forcément, voilà, les bacheliers en audiovisuel ont sorti leur film de bac. On leur souhaite tous nos vœux de réussite finalement. Ok, d'accord, trop cool. Mais du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais pas trop. Donc toi, t'as fait un bac option cinéma audiovisuel. Pourquoi est-ce que t'as voulu te tourner vers ce truc de cinéma ? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais bosser dans le cinéma ? Et comment est-ce que t'es arrivé dans tes études aujourd'hui ? Dans le cinéma, je pense que c'était vers la 4e, 3e ou même pendant le confinement, j'ai regardé beaucoup de films et j'ai commencé à écouter beaucoup d'interviews, souvent de vues de réalisateurs, parce que je trouvais que le discours était hyper intéressant. Même si en les réécoutant, parfois c'est un peu... c'est intéressant, mais il y a des sujets qu'il faut plus aborder avec eux. Oui. Et je pense que c'est venu de là, à essayer au départ d'écrire des petites choses, prendre un peu des photos, faire des petites vidéos très rapidement. Après, ça s'est développé au lycée où là, je me suis dit, ok, moi je veux faire ça, je veux des réalisateurs. Et au final, il y a plein d'autres métiers que tu découvres au lycée qui s'ouvrent. Et un jour, en première, il y a une dame qui s'appelle Chloé qui est venue en classe, qui est passée comme ça pour présenter le groupe Ouest. D'accord. Il y avait un atelier au groupe Ouest. Et donc, moi, j'ai dit, vas-y, ça a l'air trop bien. Je me suis renseigné un peu. Là, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Story Tank, qui est une chaîne YouTube qui étudie les récits et la façon de raconter les choses, les façons de raconter les histoires, entre guillemets, grossièrement, avec les auteurs et les scénaristes, face à des scientifiques du monde entier, pour essayer de créer des conclusions hâtives sur ce sujet-là. Non, conclusion hâtive, je crois que c'est pas le bon mot d'ailleurs. Je sais pas. Alors là, je suis assez nul en français mais en tout cas, on enlève ce mot-là, disons. Mais il me semble que StoryTanks, c'est quelque chose qui est géré en partie par le groupe Ouest. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le groupe Ouest pour ceux qui savent pas ? Le groupe Ouest, j'avoue que c'est hyper complexe. Je trouve expliquer à chaque fois. L'exercice est dur, mais le groupe Ouest, c'est un lieu à Plonéo-Bégnies-Grand-Plage, dans le Finistère Nord, où un groupe de personnes ont créé et font vivre une résidence d'auteurs, et aussi, à côté de ça, une fabrique de récits qui, aujourd'hui, développe des nouveaux outils méthodologiques à partir de la narration. De la recherche appliquée sur la narration. En gros, voilà, c'est ça. Théorise vraiment toute la partie narration, ok. Et donc après, du coup, pour pouvoir aider des auteurs, des autrices dans la création. C'est basé que sur le cinéma, il me semble, si je dis sur pas le cinéma, sur la série. Et aujourd'hui, c'est voué à s'ouvrir sur plein d'autres sujets, que ce soit l'écologie, l'éducation. Ouais, bien sûr. Mais donc, pour l'instant, c'est vraiment résidence d'auteurs, d'autrices cinéma et pas roman ou tout ce genre de choses, quoi. Ok, d'accord. Ok, trop intéressant. Et en plus, du coup, si je dis pas de conneries, tu bosses là-bas en alternance, toi. Ouais, bah du coup, c'est ça. Ouais. J'ai eu la chance de faire 2 ateliers. Et j'ai dit, bon, c'est extraordinaire. Moi, si c'est possible que je puisse aider, entre guillemets, là-dedans, et en plus pouvoir apprendre aussi de tout ça, plus apprendre qu'aider d'ailleurs au départ. Ouais, bien sûr. Je fonce. Du coup, j'ai envoyé une lettre pour trouver une alternance au BTS de l'Est-Vin. Faut charbonner, faut envoyer des lettres de motivation, etc. Et du coup, j'en ai envoyé très peu, mais je leur ai envoyé parce que moi, l'alternance c'est pas quelque chose que je recherchais à la base. Oui, bien sûr. Mais par contre, si c'était au groupe Ouest, pour moi, c'était extraordinaire. Et du coup, j'ai pu être pris là-bas en gestion de production, BTS gestion de production. Et voilà, je suis tombé là et je suis très content d'être là-bas en alternance. Et donc du coup, ton envie de faire un BTS en alternance, c'est venu de cette découverte du groupe Ouest, du coup, pendant ton lycée. Et le choix, du coup, de partir en gestion de la production, c'est venu de là aussi ? Non, c'était venu d'avant déjà, parce que j'avais envie de comprendre un peu toute la globalité du monde du cinéma, la finance, tout le système financier, comment se fabrique un film de A à Z, avant de pouvoir peut-être essayer de décider, moi j'aimerais bien peut-être pousser un peu les études sur ce côté-là, peut-être d'ailleurs sur la production, ou à voir, mais de réfléchir sur cette question-là, avoir
une sorte de vision plus globale de tout ça, avant de peut-être poursuivre ces études-là, mais essayer de faire un truc où on ouvre et après on... Ouais, bien sûr, je capte. Mais c'est assez intéressant comme choix parce que pour les personnes qui vont dans des études de cinéma en BTS audiovisuel, par exemple, vous le savez, mais le choix de la gestion de la production, c'est pas le premier choix que tout le monde fait. Il y a très peu de personnes qui s'inscrivent dans ce genre de filière. C'est pas un truc qui attire au premier abord, parce qu'effectivement, il y a peu de personnes qui se disent, sans trop connaître le cinéma, que la gestion de la production peut être intéressante, de savoir comment est-ce que ça marche pour faire un film, pour que ça soit au niveau financier, comme tu disais, mais au niveau de gérer des plannings, des deadlines, etc. Et ouais, ça forcément, c'est un métier et ça s'apprend. Donc ouais, c'est cool en vrai de vouloir partir là-dedans, même, enfin, d'être autant intéressé que ça et que ça te donne envie d'aller là-dedans, enfin bref, non, c'est trop cool. Ouais, de ouf, ouais. Enfin, c'est vrai que c'est pas très... déjà, ça donne pas trop envie, en vrai, de l'extérieur. Et même, quand tu vas dans la formation, quand tu découvres en tout cas ce que c'est la chaîne de production, très grossièrement, t'as pas du tout l'impression que c'est ça de l'extérieur. Ouais. Et en fait, c'est incroyable. Tu découvres plein de choses, le système des aides, bien sûr. Plein de choses sur la finance, sur l'administration, mais aussi sur tout ce qui est juridique, sur les contrats. Ouais. Donc, on va dire que tu touches un peu à tout. Et je trouve que par ce biais-là, tu découvres, entre guillemets, à chaque fois plein de petits bribes de tous les métiers. Oui. Moi, le métier de scénariste, je savais pas trop du tout ce que c'était avant de venir au BTS. Et maintenant, je trouve que c'est hyper intéressant. Je m'y intéresse de plus en plus pour peut-être essayer de continuer dans cette voie-là. Ouais, carrément. Bah oui, c'est vrai que ça aide à avoir plein de métiers. Et puis, je pense que de toute manière, passer par de la formation en gestion de la production, ça peut que t'aider après dans le monde professionnel parce que même si tu finis pas en tant que prod ou qu'assistant prod, en fait, quel que soit ton poste, tu comprendras comment est-ce que ça marche, quoi. Ouais. Et du coup, forcément, tu comprendras que si on t'a dit non là-dessus, c'est sûrement parce qu'il y a une histoire de budget ou de timing et c'est pas juste pour te faire chier ou des trucs comme ça. Et donc, ça permet vraiment de comprendre la globalité du truc. Et comme tu disais, en vrai, je pense que ça te donne pas envie au premier abord parce qu'on a vite l'impression que c'est de la compta, des trucs administratifs et tout, alors qu'en fait la production c'est être au cœur de la création d'un film, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est trop intéressant. T'as eu l'occasion un peu de mettre en pratique ces compétences de production pour des courts-métrages avec des potes ou des trucs comme ça, ou pas encore? Pour l'instant pas trop, c'est pas mal d'écriture, on essaye un peu pour l'instant BTS pour se préparer peut-être à avoir un créneau peut-être en début de l'année prochaine. Okay. Mais sinon il y avait l'histoire du festival que j'ai pu monter au lycée et qui aujourd'hui ces connaissances-là, ces connaissances de ces quelques mois de première année ont pu un peu plus servir pour cette année, non pas pour essayer de changer les choses qui étaient déjà en place, notamment du côté financier, mais pour pouvoir comprendre. Maintenant, c'était mon ami qui gérait un peu tout ça. Maintenant, je peux dire, putain, mais en fait, ok, bon, ça, je comprends, mais ça, du coup, comment on fait et tout, il n'y a pas une ligne qui manque, un truc comme ça. Bien donc, sûr. Bon, c'est très classique sur une sorte de budget, mais en gros, c'est ça. Mais du coup, parle-nous-en, t'as monté un festival avec un de tes potes de lycée, qui est un festival de ciné et de musique, c'est ça, en même temps? Un pote d'enfance qui, lui, est passionné de musique, et moi, je suis passionné de cinéma, et on est un peu passionné des deux, nous deux, et à un moment donné, il m'a appelé, il m'a envoyé un message. Non, c'est un des deux. Il m'a envoyé un message, et après on s'est appelé. Et il m'a dit, mais mec, viens, on fait un festival et tout. Je dis, mais comment ça, quel festival? On va où? On fait quoi? Il m'a dit, non, viens, on crée notre festival. Et c'est un peu parti de ce délire-là. On s'est réunis chez moi, sous mon lit à étage, avec nos petits ordi comme ça un soir. On s'est dit, bon, ok, viens, on regarde ce que font les autres festivals et on voit ce qu'on peut faire et tout. Et, à se mettre un peu à rêver un soir. Et puis après, du coup, on a essayé de monter un dossier qu'on a présenté à la mairie. On a été pas mal aidé aussi avec son frère qui, lui, travaille dans différents festivals. Et donc, on est parti un peu sur cette base-là qui était très intéressante et très importante du budget. En gros, du moment où on est arrivé avec un budget à la mairie, on était très crédible. Et donc, ils nous ont écoutés, on a eu une oreille. Et donc, à partir de là, on a monté le projet. Ça a duré quelques temps, d'essayer de trouver des gens avec qui on pouvait avancer. Et au final, la première édition s'est déroulée
très bien, Ok. le 20 et 21 juillet 2024, et c'était très cool. Ok, ok. Mais ouais, enfin, comme tu disais, c'est ça qui est compliqué, je pense, quand on est très jeune, c'est d'avoir justement une espèce de crédibilité et tout. Donc c'est trop cool si vous avez pu monter un dossier en béton, si vous avez pu vous faire aider, et Ouais. qu'on vous a pas juste dit oui, faites ça dans votre jardin là, et arrêtez Ouais, c'est ça, ouais. nous faire chier et tout. Ok, mais c'est drôle cette idée de mélanger festival de musique et festival de ciné, parce que bien que ça soit le même mot, festival, c'est deux trucs qui ont des ambiances différentes. Donc comment est-ce que concrètement, du coup, pendant le festival, comment est-ce que vous mélangez ça? Comment est-ce que ça se passe? Bah, la première édition, nous on s'est dit, bon, ce qui serait le top, c'est qu'on fasse une séance de cinéma et un concert direct musique, mais au même endroit. Après, pour des contraintes techniques, que les sièges ne puissent pas se lever, bon, ça s'est pas trop fait. Du coup, il y a eu une journée concrètement très musique, donc des concerts toute la journée, Ok. avec des expositions aussi quand même autour de la photographie, de la peinture, quelque chose de très large. Et sur la journée musique, par contre, du coup, il y avait une séance de cinéma et un concert à l'extérieur, qui est un peu en alternance, avec des ambiances qu'on essayait de garder, et avec, qu'on essayait de garder les mêmes, et avec une conférence sur la musique au cinéma. Trop bien. Qui était très intéressante, avec des étudiants rennais en master, je crois, avec une réalisatrice de Douarnenez. Ok, et du trop coup, c'était bien. très intéressant. C'était un exercice assez compliqué, mais c'était hyper intéressant. Ouais, je pense bien. Et là, cette année, du coup, on essaye de pousser pour la deuxième édition qui aura lieu le 26 et 27 juillet. On essaye de pousser un peu plus la chose. On s'est donné comme thématique la ville. Ouais. Donc partir un peu de ce biais-là, de tout ce qui peut se faire dans une ville, de garder la ville comme un champ de création. Comme il n'y avait pas de thématique l'année dernière. Non, c'est ça, ouais. Et cette année, on va pouvoir pousser plus loin. Il y aura toujours une journée musique avec une programmation très intéressante, très variée. L'année dernière, on était plus sur un côté assez rap R&B. D'accord. Là, on a quelque chose de plus varié avec du rap, du jazz. Ok, trop bien. Du R&B, de la variété française aussi. Donc quelque chose de très très large. Et en même temps, on essaie de parsemer, de faire pas mal de décorations aussi qui représentent un peu la ville. Et sur la journée musique par contre, sur les journées cinéma par contre, là c'est différent. Il y aura beaucoup de musique, mais sous différents formats que simplement de la musique. D'accord. Beaucoup de courts-métrages de musique. Il y aura des épisodes aussi, un épisode de DJ Mehdi, la série qui est sortie sur Arte, qui est extraordinaire. Et sinon, il y aura aussi différents concerts sur de la musique, mais avec des touches un peu de mise en scène qui font un peu rappeler le cinéma. Et du coup, à la fin, une sorte de ciné-concert, mais avec notre budget, parce que c'est assez complexe. Donc, il y a le film qui passe en premier, qui s'appelle They Shot the Piano Player, un film d'animation sorti en 2023, qui est un documentaire sur un pianiste brésilien. Et juste après ce film-là, le rideau se lève, parce que c'est en gros un rideau, un écran de cinéma. Oui, bien sûr, qui peut se lever. Ouais, derrière une scène, et donc derrière cette scène-là, il y aura donc un concert de jazz bossa nova avec les morceaux qu'il y avait dans le film. Donc ça va être cool. Super cool, ouais, super cool. Et justement, tu parles de budget et tout. À quel point est-ce que vous jouez le truc professionnel? Tu vois, tu me parlais d'un épisode de la série sur DJ Mehdi. Est-ce que vous jouez vraiment le truc professionnel à fond et vous essayez de négocier les droits et tout? Ou est-ce que voilà, vous faites quand même ça un tout petit peu à la pirate sur ce genre d'édition? Est-ce que c'est des potes à vous qui viennent faire de la musique, ou est-ce que c'est des vrais groupes? Tu vois, à quel point c'est vraiment pro ce que vous essayez de faire? Non, là tout est comme l'année dernière, tout était négocié en termes de droits. Cette année encore plus. Il y a des différents artistes avec différents on va dire statuts d'artistes, entre guillemets, on va dire qu'il y a différents statuts d'artistes, et là c'est des artistes qui sont dans une autre sphère un peu, et même du coup c'est un peu plus compliqué. Il y a qu'une loge, en gros c'est une salle de spectacle, donc il y a qu'une loge à proprement parler. Après il y a plein de salles que nous on aménage en loge, mais donc des loges avec des toilettes et une baignoire ou une douche, il y en a pas 1000, et donc que des artistes demandent ça et tout, on n'est pas trop habitué, donc on va essayer de faire au mieux sur ça. Et par contre sinon au niveau des droits, oui c'est vrai qu'on ils sont tous rémunérés. Et notamment aussi tous les films, on a essayé de négocier les droits entre guillemets, parce que
En fait, du coup, moi, je m'occupais de ça et je savais pas trop comment ça marche. Donc Ouais, bah oui, là, bien sûr. c'était mes premiers essais de. T'apprends, c'est Ok, sûr. bon, c'est à 100 euros. Bon, je dis à 50 euros. En fait, elle me dit ok. En fait, sur plein de films, j'aurais pu demander la moitié et ce serait passé. Ouais, ok, énorme. Et justement, ce budget, comment est-ce que vous faites pour l'avoir? Est-ce que c'est de la cagnotte? Est-ce que c'est grâce aux ventes de places? Est-ce que vous avez des subventions? Il y a les trois. Ok, Et plus, il y a quelques partenaires aussi. ok, trop bien. L'année dernière, on en a eu pas mal. Cette année, on en a un peu plus. Mhm. On en a un peu moins, pardon. Oui, ouais. Mais du coup, on a un peu la trésorerie de l'année dernière Oui, bien sûr. faite avec la cagnotte. Après, il y a pas mal de restauration aussi sur place qui jouent beaucoup. Restauration bar. Et voilà, on réussit à avoir un budget à zéro. Ah, c'est Donc génial. c'est bien, ouais. Ah, c'est génial. Et vous êtes combien à peu près sur Cette année, l'orga? on est un peu plus d'une dizaine. Ok, sur l'orga. Sur l'orga, ouais. Ok, et après sur place. Sur place, on sera peut-être un peu plus cette année, je dirais, ouais, 35-40. Trop bien. Et donc, et ça accueille ça peut accueillir combien de personnes ce festival-là? On peut accueillir 700 personnes. Ok, trop bien. Et un peu moins de 700. Et là, cette année, l'année dernière, pardon, on était 380 en tout. Ok. Donc c'était cool, ouais. Ah, c'est génial. Ouais, bah écoute, j'espère qu'il y aura encore du monde Ouais, cette année. j'espère, ouais. Ok, bah c'est trop cool. Et bah ouais, c'est trop bien s'il y a des gens qui vous suivent là-dessus, que ce soit financièrement ou même pour vous soutenir. Et enfin, des exemples comme ça de festivals lancés par des personnes aussi jeunes, j'en ai pas forcément en tête. Tu disais que justement au début, tu avais regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. Est-ce que vous aviez regardé ce qui se faisait ailleurs à votre échelle, ou est-ce que vous avez regardé des trucs un peu plus gros pour vous inspirer? Un peu les deux. Après, les plus gros, c'était ceux qu'on connaissait, le Hellfest, les Vieilles Charrues, les Irréductibles à Quimper aussi, qui sont arrivés il y a pas longtemps. Et maintenant, je sais qu'on s'était un peu inspiré de différents festivals de jeunes comme nous. Il y en a un qui nous a pas mal marqué, qui est le festival Saint-Imier, je crois, dans la ville de Saint-Imier, qui est une petite ville suisse, qui eux sont partis d'une vidéo aussi comme ça sur les réseaux. Yo les gars, on veut créer notre festival et tout. Et ça avait énormément marché. Et donc là, cette année, ils font une deuxième édition qui accueille des artistes assez gros. Il y a Luigi, je crois, qui vient cette année. Donc c'est hyper intéressant et on a pas mal discuté avec eux pour simplement avoir des conseils de comment faire. Ah, c'est génial s'il peut avoir de l'entrée là-dessus. Putain, c'est trop cool. Et est-ce que, du coup, là, c'est la deuxième édition. Tu disais que tu avais un peu appris justement de la première édition. Est-ce qu'il y a des erreurs vraiment de la première édition que tu ne referais pas du tout? Ouais. Il y en a une qui nous a coûté un petit millier d'euros. C'était la location d'un vidéoprojecteur. En gros, dans la salle, là où on est, à l'Athéna, à Ergué-Gabéric, près de Quimper, il y a un vidéoprojecteur qui marche, mais on nous avait conseillé si c'est possible, en louer un parce qu'il est pas hyper puissant. S'il y a un peu de lumière, on verra plus l'écran et tout. Donc on est parti en louer un. Et en fait, il y a plein de boîtes de location, moi je savais pas partout. Et pourtant, on a dû marquer sur internet vidéoprojecteur, location, Bretagne. On est parti à Rennes chez un mec qui nous a vendu un vidéoprojecteur, il nous a loué un vidéoprojecteur. C'était 1200 € le week-end. Mais du coup, il nous a dit, le mec nous a dit, non mais les gars, moi je pars en vacances 2 semaines, donc écoutez, gardez-le si vous voulez. Donc on l'a eu pendant 2 semaines avant, mais il nous a dit par contre j'ai une lentille cassée et tout, me prenez celle-là, mais c'est pareil. Et au final on l'avait testé vite fait, on l'a testé dans une chambre, donc tout marchait bien parce que t'as pas beaucoup de distance. Ouais, bien sûr. Et le jour où on l'a testé, c'était 3 heures avant d'ouvrir, et là il marche pas, la lentille elle est cassée et tout. On l'a appelé, il disait je sais pas, ça marche pas et tout, et du coup on s'est fait quand même un peu rembourser la moitié je crois, mais ça fait quand même ça de perdu pour au final utiliser le vidéoprojecteur de la salle qui était très bien. Ok. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de louer un vidéoprojecteur peut-être. Wow. Ah ouais, surtout l'erreur à ne pas faire, c'est de louer un vidéoprojecteur cassé. Ah la vache. Ah ouais, là vraiment pas cool du tout de la part du loueur, c'est ouf ça. Ouais. Ok. Et t'as, je pense par contre un bon moment à nous raconter dans le festival. Est-ce que t'as vécu un truc vraiment cool ou pas sur le festival, un truc qui t'a marqué? Ouais, beaucoup je pense. Mais moi je pense que je retiens ce qui m'a le plus marqué, c'est la réunion bénévole avant que le festival commence. On est tous dans la petite salle qui nous était dédiée et on explique un peu comment ça va se passer la journée. Il y en a pas mal qui disaient un petit mot, donc c'était, je pense, ce moment-là. Ouais, trop cool. C'est vraiment un moment de convivialité. Quoi. Ou sinon, c'était quand, en plein concert, nous, on va aussi avec tout le monde. Ah bah oui, bien sûr. Dès que tu commences à kiffer et que tu t'enlèves cette partie organisation de ta tête, c'est trop cool. Écoute, bon courage pour l'édition de cette année et pour
peut-être les prochaines éditions. Ouais. Et ça s'appelle comment du coup? Je crois que t'as pas dit le nom. C'est le Trevat Festival. Le Trevat à Festival. Ergué-Guébéric. Ok. Et ça aura lieu le 26 et 27 juillet. Date qui sera peut-être passée, mais Mais en tout cas, soyez suivez à l'affût. pour l'année prochaine au pire. Et on peut vous suivre quelque part sur Insta, sur un site. Ouais, sur Insta, sur Insta, Facebook et TikTok, trevat.festival. Et sinon sur le site trevat-festival.com. Génial. Et bah pour ceux qui ont la vidéo illustrée sur YouTube, tout s'affichera à l'écran. Pour les autres, tout sera dans la description du podcast. Voilà, comme ça vous pouvez les suivre. Ok, bah écoute, bon courage. Écoute, pour finir, on va reparler de cinéma un tout petit peu. Est-ce que déjà dans ta petite liste que tu avais fait avant de venir, est-ce qu'il y a un film dont on n'a pas parlé et dont tu voudrais vraiment parler? J'avoue, j'hésite entre plusieurs films. Ok, bah vas-y. Hein. Je m'étais fait une petite liste de mes films préférés, et donc il y avait Eyes Wide Shut et Les Rois de la Glisse, ouais. Mais il y a aussi La Cité de Dieu, que j'ai beaucoup aimé. Okay. Il y avait C'est arrivé près de chez vous. Ok. Il y avait Drunk. Ouais. Les Doors, The Doors. Ok. Et Boys Afraid. Mais je pense que celui que je retiendrais, si je devais en garder que un là-dedans, ce serait The Doors. Ok, je ne connais pas ce film. C'est un film sur le groupe de musique The Doors. Ah, ok. Et c'est un film très psychédélique, un peu sur tout ce qui est drogue, sur le personnage de Jim Morrison et sa descente, sa montée, sa descente aux enfers par la drogue. Ok. Et donc c'est un film très psychédélique qui est hyper intéressant, je trouvais. Ok, d'accord. Et qui est kiffant. Ok, et sur la musique sur la musique, ouais. Mais c'est ouf, ça t'a vraiment marqué. Ouais, j'avoue. Ouais. Et du coup, ouais, et donc c'est un espèce de biopic du coup sur. Ouais, sur c'est carrément un biopic. C'est carrément un biopic. Tu kiffes en général les biopics ou pas? Beaucoup, ouais. Ouais. T'en as d'autres qui t'ont marqué à part celui The Doors? de Ray Charles. Ok. Après, il y a pas longtemps, il y en avait. Je sais plus ce qui est sorti il y a pas longtemps. Que j'ai vu, il y avait celui de Amy Winehouse qui était pas mal aussi. Ok. Mais je sais qu'il y en a qui m'ont marqué beaucoup plus que ça il y a pas longtemps, mais je les ai plus en tête. Il y a pas longtemps au ciné, il y a eu celui de Bob Dylan qui est sorti. Ouais, non, ça j'ai pas vu. Il y avait aussi celui qui avait l'air très bien avec en singe, mais j'ai plus le nom. Ah, bien sûr. Oh, punaise. Oh, j'ai détesté ce film. Ah ouais. Comment est-ce qu'il s'appelait? Oui, avec. C'est Robbie Williams. Ouais. Robbie Williams, j'ai détesté le film. Pourquoi? En fait, j'ai détesté le film pour deux raisons. Bon, déjà moi je connais pas trop Robbie Williams, tu vois, donc bon, j'ai pas forcément, je pars un peu d'un avis neutre quand je vais voir le film, donc voilà. Mais en fait, la morale de l'histoire ou je ne sais quoi n'a pas marché sur moi. C'est-à-dire que moi, je suis juste sorti de la salle en me disant putain, mais Robbie Williams, c'est un gros connard, ce mec. Ah ouais. En fait, vraiment, je suis sorti énervé de la salle en me disant mais putain, mais ils ont passé 2h30 à faire un film sur Robbie Williams juste parce que c'est un gros connard. Et alors, aussi bien, j'ai pas du tout compris le film, mais genre j'avais l'impression que la morale à la fin, c'était voilà, certes, j'ai fait des bêtises dans ma vie, mais maintenant, je suis un gentil garçon et tout. Et j'étais là en mode non, t'es juste un connard, arrête, pourquoi? Donc voilà, la morale n'a pas du tout marché sur moi, et j'ai pas compris la hype de pourquoi est-ce que c'était un singe en fait, quoi. Et du coup, tout le long, c'est un singe? Tout le long, c'est un singe, okay. Tout le long, ça n'est pas Robbie Williams, c'est un singe. Et il y a eu 2-3 explications qui avaient été données pour ça, par le réal, donc c'est le même réal qui avait fait The Greatest Showman. Donc je m'attendais quand même à un truc un peu cool, comme The Greatest Showman, j'avais quand même un peu kiffé, et comme j'adore les comédies musicales. Mais bref, et ouais, il y a 2 explications pour dire que c'est un singe. Il y avait, il ne s'est jamais senti trop à l'aise sur scène quand il était jeune. Il avait vraiment l'impression d'être montré comme un singe sur scène. Donc voilà pour première raison. Et deuxième raison, qui est la pire raison que j'ai entendue, mais le réal l'a dit en interview, c'est juste parce qu'il y a tellement de biopics en ce moment qu'il fallait trouver un petit élément pour se démarquer, et donc du coup ils se sont dit bon, du coup on va le mettre en singe, ça va le démarquer. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de ce film m'a juste saoulé et énervé, ce qui fait que je ne l'ai pas aimé. Il y a une scène qui est très belle et c'est tout. Je ne sais plus sur quelle chanson c'est, mais bref, et c'était le truc que je voulais revenir un peu partout sur les réseaux. Dans la foule. Comment? C'est pas quand il est dans la foule ou un truc comme ça. Ouais, je crois, il est dans les rues et il y a vraiment beaucoup de monde et tout. Et... Enfin bref, il y avait vraiment une scène qui est vraiment cool où je suis rentré dedans pendant 5 minutes. Mais sinon, ouais, non, Toi, du coup, t'es fan des comédies musicales en général? J'adore ça. Un top 3 comme ça. Top 3 comédies musicales? Les Demoiselles de Rochefort, évidemment. Que j'ai découvert en plus il y a quelques mois, tu vois, et j'ai découvert ça, j'ai fait ah ouais, j'ai pu vivre avant sans ça. La La Land, parce que exceptionnel. Et la dernière, j'ai aucune idée. En fait,
Il y en a plusieurs ou genre. En fait, j'arrive pas trop à faire la différence entre comédie musicale et film musical, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, est-ce que les dessins animés Disney, est-ce que c'est des comédies musicales? Est-ce que c'est des films musicales? Ouais, ils chantent beaucoup, mais je sais pas. Genre même, tu vois, Whiplash, est-ce que c'est une comédie musicale? Est-ce que c'est un film musical? J'arriverais même pas à mettre une troisième. The Artist, est-ce que c'est une comédie musicale? Est-ce que c'est pas une comédie musicale? J'arrive pas à trouver. Peut-être que je mettrais un vieux truc, genre Singing in the Rain, parce que c'est vieux, parce que c'est beau. Mais ouais, je pense que je mettrais ça. Je pense que je mettrais ça dans mon top 3. Ouais. Je pense. T'es comment niveau comédie musicale? Comme c'est quelque chose d'assez clivant, comme. Moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup. Ouais. Là en tête, j'ai Les Parapluies de Cherbourg. Oui. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai pas vu Les Demoiselles de Rochefort, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même thématique. Ouais, en fait, c'est le même réal, mais ce qui est vraiment exceptionnel dans du coup Les Parapluies de Cherbourg, c'est que c'est chanté de A à Z comme un opéra, quoi. Et ce qui n'est pas le cas dans Les Demoiselles de Rochefort. Dans Les Demoiselles de Rochefort, la musique s'arrête, il y a des vrais dialogues entre les personnages qui ne sont pas chantés. Et ouais, Les Parapluies de Cherbourg, c'est quand même une prouesse d'un point de vue musical, je trouve, qui se rapproche de l'opéra du coup moderne. Mais même l'histoire, je trouve ça hyper bien. Ouais. Oui, par contre, effectivement, au niveau de l'histoire, du coup, ce truc d'amour, de quiproquo, de machin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Les Demoiselles de Rochefort. Ouais, effectivement, ça c'est sûr. Mais sinon, j'en ai pas trop en tête. Il y en avait un que j'ai vu au lycée, je crois. Alors, je suis pas sûr du nom, mais je crois que c'est Tout le monde aime Jeanne, que j'ai noté tout à l'heure. Ok, d'accord. Mais en fait, je sais pas si c'est celui-là vraiment ou pas. Ok. Mais en gros, c'est un film de Olivier Ducastel, je crois. D'accord. Qui, du coup, est l'histoire de Jeanne et aussi d'un autre garçon qui, du coup, est le fils du réalisateur qui a fait Les Parapluies de Cherbourg, dont je n'ai plus le nom. Jacques Demy. C'est le fils de Jacques Demy. Ok. Qui jouait dans ce film-là. C'était hyper intéressant. C'est une comédie musicale aussi. Et parce que je crois qu'Olivier Ducastel, c'est une co-réalisation. Soit lui, soit l'autre réalisateur ont été l'assistant réel sur l'un des derniers films de Jacques Demy. D'accord. Où on travaillait du moins dessus. Et donc, on pu ok. le faire à partir de ces éléments-là. Ok, d'accord. Ouais, intéressant. Ok, je connaissais pas du tout ce film. Ok. Et donc, du coup, si on fait machine arrière, on parlait de biopic de base. T'as pas retrouvé le biopic là que tu cherchais? Non, mais... Ok. Mais ok, c'est vrai qu'il y a une grosse vibes biopic depuis 5-7 ans qui est arrivé, et c'est vrai que ça inonde un peu le box-office. Et là, du coup, ce mercredi, donc je rappelle, du coup, on enregistre cet épisode en juin, ce mercredi, il y a un biopic sur Freud qui sort. Ah ouais? Voilà. Donc vraiment, les biopics vont dans tous les sens en ce moment. Et ouais, est-ce qu'il y a d'autres biopics qui arrivent? Moi, je sais que Damien Chazelle, du coup, qui a réalisé La La Land, Babylone, Whiplash et tout, est en train de bosser sur un biopic d'un cascadeur. Donc ouais, non, les biopics on va en poupe. Il y avait Frantz Fanon, je crois, il y a pas longtemps. Ok. Qui avait l'air bien. Ok. Non, sinon je n'ai pas trop en tête. Okay. Après, s'il y avait il y a 2 ans, je crois, il y avait Elvis Presley. Ah oui. Moi, j'ai pas trop aimé. Moi, je l'avais pas vu. Je l'ai pas vu encore. Même si la mise en scène ça dénotait complètement avec des autres biopics. Mais je trouve que dans les biopics en général, si, il y avait celui d'Aznavour, il y a aussi cette année. Oui, magnifique. Mais je trouve que dans tous les biopics, il y a, je sais pas si c'est le fait que c'est la reconstitution du passé ou quoi, mais à chaque fois, il y a sur l'image, il y a un ton, il y a une couleur qui fait que tu reconnais le biopic à chaque fois. Oui. Ouais. Ça, j'avoue, j'ai un peu de mal, je trouve, c'est un peu dégage. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que tous les biopics ont un peu le même visuel, tu veux dire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, en fait, j'ai l'impression que les biopics qu'on voit, en tout cas, sont des très très grosses productions à chaque fois, surtout en ce moment, quoi, parce que les producteurs savent que c'est des trucs qui vont marcher, donc ils foutent le paquet. Et donc forcément, qui dit grosse production dit pour la plupart du temps des images très lissées, des trucs comme ça, et moins d'expérimentation dans ce qui va se passer à l'image. Donc oui, enfin, effectivement, il y a que à voir Aznavour, où effectivement l'image paraît très hollywoodienne, justement, alors que c'est un film français et tout. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et ouais, même quand tu regardes des biopics qui sont sortis il y a 5-10 ans, je pense du coup mais il est pas sorti il y a si longtemps que ça, mais à Bohemian Rhapsody, du coup, le biopic sur Queen, et qui
quand tu le regardes aujourd'hui, t'as l'impression en fait qu'il est encore sorti hier tellement tout est lissé. En fait, tu regardes des images et tu comprends que c'est un biopic direct. Ok. Et est-ce que du coup, pour finir un peu, est-ce que t'as des films que tu veux voir là chez toi prochainement, des trucs à découvrir? Je pense que celui que je vais... Parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé de film, mais là je pense que je vais prendre le temps de regarder Requiem for a Massacre. Ok. Qui s'appelle Come and See, je crois en anglais. Qui est un film russe, il me semble. Ouais. Que j'avais commencé à voir en 4ème. Et, un peu tôt. Moi, c'était pour des bugs de connexion que j'avais pas pu finir. Ok, d'accord. Du coup, je l'ai pas repris, mais j'ai trop envie de le voir. Ouais. Je comprends. Mais j'avoue que c'était quand même assez choquant. Ouais. Et j'ai grave des bons souvenirs. Sinon, il y a Le Fils de Saul aussi. Ok. Un film sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a Flo. Ouais. Et sinon, il y a beaucoup de films de Lars von Trier que je connais pas assez. Ah oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Qui sont... J'avais vu à l'internat The Man... L'homme qui construit une maison, c'est un nom un peu compliqué. Ok, d'accord. The Man et Bull Jack House ou un truc comme ça. Qui était extraordinaire. Et maintenant, j'ai envie d'en voir d'autres. Je pense qu'il y a Mélomania, Nymphomaniac. Et Lars von Trier qui a fait une comédie musicale. Ah ouais? Qui s'appelle... Je crois que c'est Mélancolia, mais je dis peut-être n'importe quoi si je dis Mélancolia, mais je vérifie justement. Mélancolia, est-ce que c'est une comédie musicale? Je crois pas. Oh là là, ma recherche. Je vais taper Lars von Trier, comédie musicale. La recherche. C'est Dancer in the Dark qui est la comédie musicale de Lars von Trier. Donc, il faut que je la regarde aussi parce que le style de Lars von Trier est assez particulier. Ouais. Donc le voir en comédie musicale, je pense que ça peut être intéressant. Ça va vachement dénoter. Tu disais que justement le film Requiem for a Massacre aurait pu être un peu traumatisant si tu l'avais fini en 4ème. T'as des traumas de cinéma, que ça soit dans ton enfance ou même plus récemment? Plus récemment, moi j'aime beaucoup les films d'horreur, mais il n'y en a jamais trop qui m'ont fait frissonner, ou alors où il y a quand même une sorte de, je sais pas, une petite peur et tout. Mais là, Massacre à la tronçonneuse, que j'avais regardé il y a pas longtemps aussi, du coup, à l'internat. Là, franchement, il y a à un moment donné, ça m'a fait un peu peur. Ah ouais, ok, c'est ouf. Parce que, bon, il y a tout ce côté où c'est un mec qui les poursuit avec une tronçonneuse. Bon, ça, c'est un peu... ça va. Mais à un moment donné, dans le film, où la fille, elle se fait rattraper... bon, c'est un peu de spoiler, mais elle part dans une station essence, et le mec de la station essence, il est aussi dans le coup avec l'autre mec. Et du coup, elle se fait rattraper, elle se fait attacher à table, et là, elle passe un repas avec 3 fous comme ça, et elle peut rien faire. Et ben là, ça m'a fait bizarre. Ah ouais, ok. Genre, c'est un... Tu vis avec elle le truc, quoi. T'es à fond. D'accord. Ok, ouais, forcément. Il y avait vraiment ce côté-là. Et sinon, après, il y avait un autre film qui peut-être va débloquer un peu les souvenirs, qui s'appelle Le secret de Terabithia, ou un truc comme ça. Ah ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, évidemment. Ça m'a fait peur. Ouais, je comprends. Ah mais oui, Le secret de Terabithia, évidemment. Et je l'ai revu et au final, c'était... Ouais, au final, c'était tranquille. Mais, mais ça m'a fait peur. Depuis longtemps, ce film-là. Sinon, j'avoue qu'il y en a un dans ma liste qui m'a fait un peu peur, mais toujours un peu dans mon cœur, et même un de mes films préférés, même au-delà de ça, je pense, c'est L'Histoire sans fin. Ok. Pour l'esthétique. Ok. J'adore. Ok, d'accord. Ok, je connais pas, je crois. C'est un film avec un dragon blanc, avec des effets spéciaux qui aujourd'hui sont beaucoup moins bien, mais c'est l'esthétique qui est extraordinaire. Ok, d'accord. Bah écoute, je regarderai ça. Et je crois que c'est le film qui va conclure notre liste pour nos spectateurs, nos auditeurs, nos auditrices, pardon. Et bah écoute, merci beaucoup d'être venu ici. Merci à toi pour cet épisode. Pour tous ceux qui l'ont bien aimé, écoutez, vous pouvez mettre une bonne note sur toutes les plateformes de streaming et lâcher un petit like si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bref, en tout cas, nous on se retrouve dans 2 semaines pour le nouvel épisode. Et puis d'ici là, allez au cinéma, quoi. Ouais, ouf, allez au cinéma. Salut.